À la une de l'actualité, le gouvernement ivoirien réaffirme son engagement à offrir aux personnes handicapées un environnement favorable à leur épanouissement. Message à l'occasion de la Journée mondiale des personnes handicapées. Les efforts du gouvernement ivoirien dans le cadre de la lutte contre la polio ont porté. La Côte d'Ivoire est désormais libérée de la poliomyélite. Déclaration de l'Organisation mondiale de la santé. Et hors de nos frontières, la Grande-Bretagne lance ses premières frappes contre l'État islamique en Syrie, quelques heures seulement après le vote favorable de la Chambre des communes. Bonjour. Aujourd'hui, troisième jour de la COP21 à Paris, c'est la 21e conférence des parties, c'est-à-dire le rassemblement annuel de tous les pays désireux d'agir pour le climat. Près de 150 chefs d'État sur place en marge des travaux. On l'a dit hier, le président Alassane Ouattara a visité la fondation Charles de Gaulle. Le chef de l'État a vu un document qui porte la signature du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, alors ministre d'État dans le gouvernement de la 4e République française. Abiba Dambélé Sahué, notre envoyé spécial. La Fondation Charles de Gaulle, située au 5 rue de Solferino, dans le 7e arrondissement de Paris, a reçu un note de marque ce mardi 1er décembre. Il s'agit du président Alassane Ouattara, qui a tenu à rendre hommage à celui qui a incarné la 5e République en France et qui a donné toutes ses lettres de noblesse à la fonction présidentielle. Le président Alassane Ouattara a pu découvrir le bureau de travail du général Charles de Gaulle, sa machine à dactylographier et surtout un important document portant la signature du premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, alors ministre d'État dans le gouvernement de la 4e République et qui fut l'un des rédacteurs avec le juriste Michel Debré de la Constitution de la 5e République française en 1958. Félix Houphouët-Boigny a été une figure très importante de la vie politique française de l'après-guerre. Il a été élu député dès 1946 sous l'étiquette du RDA et avant même d'être ministre, il a eu une activité législative tout à fait importante. C'est lui par exemple qui est à l'origine de l'abolition du travail forcé dans ce qui était encore l'empire colonial français dès 1946. Ministre d'État sous Guy Mollet dès 1956, ministre sans discontinuer jusqu'à la fin de la 4e République. Il a notamment été ministre de la Santé de Félix Gaillard. C'est lui notamment qui a beaucoup réfléchi à la réforme du Code de santé publique. Et enfin, surtout, en 1958, Félix Houphouët-Boigny s'est naturellement imposé comme l'un des grands sages de la République qui ont contribué précisément à l'écriture de la Constitution de la 5e République. Il a totalement en charge justement la réflexion sur la notion de communauté française qui lui doit beaucoup. Il en est évidemment l'un des défenseurs en Côte d'Ivoire, mais il en est aussi tout simplement l'un des élaborateurs, avec cette théorie justement propre à Houphouët-Boigny, selon lequel précisément ce qu'il appelle les relations humaines particulières entre les Français et les Africains doivent conduire précisément à cette évolution progressive vers l'indépendance, avec le maintien d'une amitié, de liens très forts avec la France. Et en retour, évidemment, Félix Houphouët-Boigny est considéré par la France comme l'homme de référence, en quelque sorte, l'homme de confiance, l'homme en qui la France a une confiance totale et absolue. C'est à cette époque que le général de Gaulle décide de la tenue du Conseil des ministres tous les mercredis et cette tradition est respectée en France tout comme en Côte d'Ivoire. Au terme de cette visite, le président Alassane Ouattara a signé le livre d'or de la Fondation, assis dans le fauteuil du président de Gaulle. Et vous savez, c'est un grand jour pour moi, pour la délégation, pour la Côte d'Ivoire. Vous savez que le président Félix Houphouët-Boigny a été un des proches collaborateurs du général de Gaulle. Et donc venir dans ce bureau que le général a occupé et voir la signature de notre président qui a été membre du gouvernement de la 4e République, ministre d'État du général de Gaulle, est un immense honneur. Avec beaucoup d'émotion que nous effectuons cette visite accompagné du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et notre ambassadeur à Paris. Et en tout cas, c'est une grande fierté pour la Côte d'Ivoire et pour nous Ivoiriens.
L'Institut Charles de Gaulle, créé en 1971, devenu fondation en 1992, est dirigé par l'ancien ministre français Jacques Godefroy. Il a pour mission de faire connaître en France, tout comme à l'étranger, l'action et l'œuvre du général de Gaulle, né en 1890 à Lille. Se résistant avec l'appel du 18 juin 1940, cet ami de l'Afrique, l'homme de la décolonisation, s'est éteint le 9 novembre 1970 à 19h. Et depuis, l'horloge de son bureau reste figée à 7 heures. Un destin exceptionnel. Comme annoncé dans les titres, les personnes handicapées sont à l'honneur aujourd'hui. C'est leur journée, la journée mondiale des personnes handicapées. L'objectif est de favoriser l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique de ces personnes handicapées. Le gouvernement ivoirien réaffirme donc son engagement à offrir aux personnes handicapées un environnement favorable à leur épanouissement. Grâce Kando. Les questions d'inclusion, l'accès et l'autonomisation des personnes de toute capacité. Thème retenu pour la 23e journée internationale des personnes handicapées, proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1992. Ce thème vise à rappeler aux États membres de l'ONU leurs engagements à adapter l'environnement physique et à garantir les droits démocratiques des personnes handicapées, notamment l'accès à l'éducation, à l'emploi, aux services de santé, aux technologies de communication. Selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat, plus de 400 000 personnes sont en situation de handicap en Côte d'Ivoire. En vue de favoriser l'intégration sociale de cette couche vulnérable de la population, 300 personnes en situation de handicap ont été recrutées à titre dérogatoire à la fonction publique pour cette année 2015. Divers outils sous la forme de documents de politique et plans d'action stratégiques pour la période 2016-2020 sont en cours de préparation, de même que des textes réglementaires en matière de santé, d'éducation-formation, d'emploi et de cadre de vie des personnes handicapées. La Journée internationale des personnes handicapées est donc l'occasion pour le gouvernement de réaffirmer son engagement à offrir aux personnes en situation de handicap un environnement favorable à leur plein épanouissement. Et comme c'est leur journée, dans ce reportage qui va suivre, nous allons maintenant voir la situation des personnes handicapées à Boaké. Elles sont parfois victimes de stigmatisation et de rejet, mais à Boaké, elles ont décidé de tourner le dos à la mendicité. Reportage sur le Corona, commentaire Charles Tatou. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'environ 15% de la population mondiale a au moins une incapacité. La Côte d'Ivoire compte 20 millions d'habitants, dont 3 millions de personnes handicapées. Boaké en compte plus de 2000. L'acceptation de cette incapacité contractée à la suite d'une maladie ou à la naissance est souvent difficile. Je pensais toujours que j'allais avoir l'usage de mes pieds, mais il a fallu qu'un parent proche me dise carrément que ce que tu as là, c'est fini pour toi, tu ne pourras plus. Donc, il faut penser à l'avenir. Je ne supportais pas qu'on me voie en train de me déplacer avec mon type d'handicap. J'avais ce complexe-là. Mais aujourd'hui, j'ai remonté ce complexe. Koulibaly Daouda, lui, est malvoyant depuis avril 1996 et fait de son incapacité un atout. Je suis père de 4 enfants. Bon, j'essaie plus ou moins de m'occuper de mes enfants. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, je ne me plains pas. Les conditions de vie et d'insertion socio-professionnelle de cette frange de la population ne sont toujours pas aisées. Les subventions annuelles et la dernière décision du gouvernement, celle du recrutement dérogatoire de 300 personnes en situation de handicap à la fonction publique en 2015, sont appréciées. À Boaké, il y a à peu près, si tu peux dans l'ensemble des personnes handicapées, il y a à peu près 3 personnes qui ont été prises au niveau de la fonction publique. À Boaké, grâce à leurs différentes organisations internes, les personnes vivant avec handicap ont tourné le dos à la mendicité. Subvenir à mes propres besoins, c'est déjà quelque chose pour moi-même. Je les encourage en tout cas, s'ils ont un métier, de se donner à ce métier-là et d'abandonner la mendicité. J'ai choisi mon métier parce que je sais que
c'est ça qui peut me faire à manger. C'est pas les pieds qui doivent me faire à manger, mais c'est les métiers. Cependant, de nombreuses autres difficultés ne facilitent pas l'insertion et l'épanouissement des personnes vivant avec handicap. Aujourd'hui, notre objectif c'est de pouvoir être impliqué dans les instances de décision au niveau des collectivités locales. Décrété le 3 décembre 1992 par l'Organisation des Nations Unies, la Journée internationale des personnes handicapées sera aussi une occasion pour les leaders des organisations des personnes vivant avec handicap de la ville de Bouaké de poser leurs préoccupations. Et au moment où les personnes handicapées sont célébrées, un centre de services sociaux chargé du traitement de personnes souffrant de troubles du développement de San Bernardino en Californie, c'est aux États-Unis. Ce centre a malheureusement été attaqué hier. Bilan, au moins 14 personnes tuées. La police a identifié les 2 suspects tués, un homme et une femme. Vous le savez, ici en Côte d'Ivoire, un poste militaire a été attaqué à Olodio, sous-préfecture de Tabou. Bilan 11 morts, 8 assaillants interpellés, des armes de guerre saisies. Toutes les positions militaires seront renforcées, a annoncé le ministre de la Défense, Paul Kofi Kofi, dans ce reportage d'Abou Sanogo. Elles étaient toutes présentes, les autorités des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie, de la police nationale et des forces internationales, l'ONUCI et les forces françaises en Côte d'Ivoire, à la salle d'honneur de l'état-major général, à cette réunion opérationnelle de haut niveau présidée par le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi. Objectif, se faire expliquer les circonstances exactes et réfléchir sur les dispositions opérationnelles suite à l'attaque du poste militaire d'Olodio, localité située dans le département de Tabou au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Ce matin, vers 4 heures, nos positions sur Olodio ont connu une attaque qui s'est soldée par un bilan ci-après, à savoir que nos positions ont perdu 6 hommes. Et du côté de l'ennemi, il y a eu 4 pertes en vie humaine, mais il y a eu en plus de cela, je crois que 6 individus qui ont été faits comme prisonniers, 4 blessés également de leur part, et avec récupération de 3 calaches. Donc après 1 heure de temps de l'échange de feu, la situation était déjà sous contrôle, et nous avons pu repousser l'ennemi, pour lequel nous sommes en train donc de décortiquer pour en connaître le régime. Paul Kofi Kofi invite la population à garder le calme. Il est rassure de l'entière disponibilité des forces militaires à assurer leur sécurité. Je tiens donc à rassurer les populations, qu'elles ce soit celles de l'audio de la zone environnante, de retourner à leur position dans la localité. La situation est sous contrôle, mais au-delà de cela, c'est rassurer tout le monde que nos forces ont véritablement bien réagi. Elles sont à féliciter parce qu'elles ont fait un travail remarquable. Le ministre chargé de la Défense a annoncé au titre des mesures immédiates prises le renforcement de toutes les positions militaires du pays, le renforcement du dispositif sécuritaire dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire, la construction immédiate de nouvelles casernes et le reprofilage des voies menant aux localités les plus reculées. À Tabou, la mairie vient de lancer une opération au profit des femmes rurales de la localité. L'opération est dénommée « Un village, une broyeuse de manioc et une presseuse ». Le commentaire d'Honorine Ingori. L'opération « Un village, une broyeuse de manioc, une presseuse » est la bienvenue pour les femmes de la commune de Tabou. Cette aide de la municipalité permet de soutenir les femmes à se regrouper en association ou en groupement pour lutter contre la pauvreté et obtenir leur autonomisation. Et ce, par des activités génératrices de revenus. Le coût de cette opération, un village, une broyeuse, une presseuse, est de 5 millions de francs CFA. Le maire, Julien Klebé, espère que cela conduise les femmes de Tabou à contribuer au développement local. C'est à l'occasion de la 4e session ordinaire du conseil municipal de Tabou de l'année 2015 que cette initiative a été lancée. Il ressort de cette session l'adoption du budget primitif de l'exercice 2016 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 649 millions de francs CFA.
C'est une bonne nouvelle dans le domaine de la santé. La Côte d'Ivoire est désormais libérée de la polio. Cette maladie invalidante est désormais éradiquée sur le territoire, déclare l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Décision qui concrétise ainsi les efforts du gouvernement ivoirien depuis son adhésion à l'initiative mondiale d'éradication de la polio il y a 18 ans. Le commentaire de Kadi Fadiga. 4 ans sans polio en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vient donc en ce 2 décembre 2015 d'être certifiée sans polio par l'OMS. Mais avant cette certification, campagne de sensibilisation et journée nationale de vaccination se sont succédées au fil des ans. Un processus de surveillance renforcé d'une durée de 3 ans, au cours duquel aucun cas de polio causé par le virus sauvage n'a été enregistré. La détermination dans la lutte contre la polio a donc payé. Maintenant, c'est une réalité. La Côte d'Ivoire est libre de polio. Elle a obtenu la certification sans polio. Mais cela ne veut pas dire que la polio est éradiquée en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien, l'OMS, l'UNICEF, le Rotary International, le CDC Atlanta, en un mot, tous les partenaires vont poursuivre la vaccination des enfants afin que le mur d'immunité reste haut pour empêcher qu'un virus de la polio ayant échappé à la détection ne provoque une brusque flambée épidémique. Maintenant que la maladie n'existe plus, nous allons donc maintenant de façon progressive sortir le polio oral et utiliser le polio injectable, parce que nous ne sommes plus en période d'épidémie. Alors, la vigilance est donc toujours de mise pour éviter qu'un cas de polio ne se glisse entre les mailles du filet. L'ONG Un Amour de Communes a lancé ses activités à Issia, activités dénommées Réseau Santé Village. L'ONG prévoit construire 50 cases de santé dans 3 départements du pays. Doigt de laser. Plus de 50 cases de santé village vont être installées dans les départements de Soubré, d'Issia et de Ma. Ce programme sanitaire initié par l'organisation non gouvernementale Un Amour de Communes vise à faciliter l'accès des populations aux soins primaires de santé et à réduire le taux de mortalité lié au faible taux de prise en charge médicale des patients dans les villages les plus reculés. Pour Dr Julienne Ané Akafou, les infrastructures sanitaires dans le département doivent être renforcées pour satisfaire la demande de soins qui ne cesse de s'accroître. Elle a insisté sur la bonne collaboration entre le comité médical de l'ONG Un Amour de Communes et le corps médical des régions concernées pour la réussite de l'opération. 15 départements de Côte d'Ivoire vont bénéficier de ce vaste programme sanitaire après ceux d'Issia, de Soubré et de Ma. Le programme Reconstruction des Nations par et avec les femmes et les filles a été lancé dans 79 localités de la Côte d'Ivoire. Après 8 années de mise en œuvre, l'ONG internationale qui a lancé le projet fait son bilan. Agénor Acré et Ami Sissoko. De 2010 à 2015, le taux de violence sexuelle référé par la police et la gendarmerie est passé de 8 à 34%. Et les condamnations effectives des auteurs de violences de 6 à 22%. C'est le contenu du rapport d'évaluation du programme Reconstruire la nation par les femmes et les filles de Côte d'Ivoire de l'ONG International Rescue Committee, IRC. Un programme mis en œuvre de janvier 2008 à avril 2015 pour accompagner le gouvernement dans ses efforts de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre, VBG. On peut faire baisser durablement les violences basées sur le genre à travers un certain nombre d'actions et de méthodologies, et notamment lorsqu'elles sont holistiques, c'est-à-dire qu'elles incluent la prévention, la réponse et l'autonomisation socio-économique des femmes. Lorsqu'on allie notamment ces 3 piliers-là, on peut avoir une réponse durable et une baisse durable des violences basées sur le genre. Nous multiplions les partenariats avec toutes les personnes de bonne volonté, avec les organisations internationales, mais aussi avec les organisations nationales. Nous avons de nombreuses ONG qui nous y accompagnent. Je souhaite simplement que tous ces partenaires aient le même sérieux que IRC afin de nous permettre d'atteindre nos objectifs. 8 ans de sensibilisation. 8 ans au cours desquels 500 000 personnes ont été sensibilisées sur les VBG, dont 6 000 leaders communautaires et 1 700 couples à la gestion du foyer. En tout, 10 000 cas de VBG pris en charge. Des témoignages qui attestent une baisse de ces violences. Avant, le mari te blesse, tu prends les feuilles de piment, tu écrases avec kaolin, tu mets sur la plaie. Et puis, c'est la nuit, le monsieur va te demander pardon. C'est fini, ça s'arrête là. Or, avec l'information de
IRC. Si le monsieur n'arrête pas et qu'il continue, on t'amène à Daloa chez les autorités. Il a eu un changement, on ne frappe plus les femmes. Fin du programme, mais la sensibilisation se poursuit. Et les chansons des artistes Kajim et Nash sont là pour rappeler aux hommes et aux femmes l'intérêt de mettre fin aux violences. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, l'association des étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny condamne les récentes violences sur le campus. L'association appelle les syndicats à la retenue. Pour rappel, ces violences ont occasionné plusieurs blessés et la mort d'un étudiant en Master 1 de sciences économiques et de gestion. Noussangaré et Grace Kando. Les récentes violences à l'université Félix Houphouët-Boigny ont occasionné la mort d'un étudiant et plusieurs blessés. Au regard de cette situation, l'association des étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny, l'AEUFHB, appelle au calme et à la retenue. Les étudiants, dans leur grande majorité, exaspérés par cette violence cancéreuse qui ronge notre système académique, appellent toutes les structures et associations sans exception, à se surpasser, à beaucoup plus de retenue, de responsabilité et surtout appellent les uns et les autres à privilégier les intérêts des étudiants plus que les intérêts personnels. L'association des étudiants souhaite par ailleurs que les responsabilités soient situées. Nous exigeons que la lumière soit faite sur cet événement tragique le plus vite possible et que les responsabilités soient clairement situées. Nous appelons l'ensemble des étudiants et des acteurs du système à l'apaisement et à la cohésion. Pour une bonne ambiance au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny, l'AEUFHB prévoit une série d'activités pour dire non à la violence en milieu universitaire les jours à venir. Parlons maintenant des 44e assises de l'Union internationale de la presse francophone, UPF, qui se sont tenues du 25 au 29 novembre dernier à Lomé au Togo. Le thème de cette rencontre, la place des femmes dans les médias francophones. La Côte d'Ivoire était représentée à ces assises par 13 journalistes, dont 6 femmes, délégation conduite par Alfred Damoussa, membre statutaire du comité international de l'UPF, et Adama Kone, président de la section Côte d'Ivoire de l'UPF. Le point de ces assises avec notre reporter Chantal Eouma Kanda qui revient de Lomé. Près de 300 journalistes à l'hôtel Sarakawa à Lomé au Togo, au bord de l'océan Atlantique. Sujet, la place et l'image des femmes dans les médias francophones. Du 25 au 29 novembre 2015, les spécialistes de la communication ont planché sur les réalités quotidiennes de la femme dans les médias. La problématique de la femme est importante. La femme est souvent victime, toujours victime, on doit dire, dans nos sociétés. Et il faudrait que cette anomalie, cette injustice soit corrigée et les médias doivent participer à cela. Pour les participants, il faut adopter une approche quantitative et qualitative. Cela se décline en termes de formation, de recyclage et de renforcement de capacités managériales des femmes. Et si les médias eux-mêmes combattent les stéréotypes et les préjugés qui sont accolés aux femmes et qu'ils changent leur regard, qu'ils changent leur discours, ils pourront vraiment faire changer les choses au sein de la société. J'espère que les décisions qui ont été prises à la fin, qu'on va pouvoir les constater dans nos rédactions et que les femmes auront vraiment leur place. Ce rendez-vous mondial des journalistes de la presse francophone à coloration féminine a été rythmé par 3 ateliers et plusieurs tables rondes. Entre autres, journalistes ou femmes journalistes dans les zones de crise et femmes journalistes de l'espace francophone, avancées et obstacles à l'égalité. Il y a 2 sortes d'obstacles. Des obstacles subjectifs, quand une femme se dit « je ne peux pas continuer ma carrière ou monter plus haut dans l'échelle de la rédaction parce que j'ai des obligations familiales ». Et il y a aussi malheureusement des contraintes objectives où une femme n'est même pas considérée en tant que candidate à une progression professionnelle parce que c'est une femme. Les participantes comptent se battre pour trouver des solutions pratiques contre les préjugés à l'égard des femmes, trop souvent reléguées au second rang.
que l'on voit davantage de femmes prendre confiance en elles-mêmes, ça commence par là, et qu'elles amènent également les responsables à pouvoir leur faire confiance, et que lorsque c'est fait, eh bien qu'elles travaillent à mériter cette confiance-là. Des voies et moyens pour relever les défis y ont été également proposés. Qu'on veille à ce que de façon scrupuleuse, les médias ne se fassent pas, et les professionnels des médias, à traduire des clichés sexistes. Que les professionnels tiennent compte de l'importance d'un traitement équitable de toutes les couches de la société. Ces assises se sont refermées avec une note d'espoir pour les participants. Rendez-vous est pris en novembre 2016 à Antananarive, à Madagascar, où l'Union internationale de la presse francophone s'intéressera à la viabilité économique des entreprises de presse. Ici, à Abidjan, à la veille de ces fêtes de fin d'année et dans le souci du bien-être des enfants orphelins et abandonnés, l'ONG Sourire d'enfants a fait don aux enfants du village SOS d'Abobo. Bamba Barakissa et Mariam Bamba et Grace Kando. Les enfants orphelins sont des enfants qui ont perdu un ou tous les deux géniteurs. Certains sont pris en charge par des ONG ou des foyers d'accueil pour compenser leurs besoins affectifs et assurer leur éducation. À l'occasion des fêtes de fin d'année, l'ONG Sourire d'enfants, organisation caritative, veut redonner de la vie et de la gaieté aux enfants du village SOS d'Abobo à travers des dons. Je ne suis pas seulement la tata des enfants qui peuvent aller me voir lors des émissions ou des animations d'événements. Je suis aussi la tata de ces enfants qu'on oublie très souvent. Je voudrais, en posant cet acte, lancer un appel à tout le monde. N'oublions pas mes petits camarades qui ne pourront pas fêter correctement. Ils ont, comme tous les enfants du monde, le droit de fêter. En nous oubliant pour nous occuper de donner le sourire à ces enfants, Dieu s'occupera de nous aussi et nous entendra. 130 enfants ont bénéficié de jouets et produits essentiels pour bébés. Alors, joie des pensionnaires du village SOS d'Abobo. Tata Naomi, ta constante présente auprès de nous demande que nous ne sommes pas seuls. Car il y a des personnes comme toi qui mettent les enfants SOS au cœur de leurs pensées et ne cessent de manifester leur amour par leurs actes et leurs paroles. Au nom des enfants et du personnel, dit merci. Et l'acte que vous venez de poser est vraiment important pour nous. Vous êtes la première personne qui est venue faire Noël avec les enfants. Nous tenons à vous dire merci. L'ONG Sourire d'enfants œuvre pour le bien-être des enfants orphelins ou désœuvrés, car pour cette organisation, donner, c'est recevoir. Rendre le sourire à un enfant est donc la plus belle des actions. Un mot de développement. La mairie de Ouragayo, dans le département de Gagnoa, vient de signer une convention de partenariat avec des structures privées pour la construction d'une gare routière moderne et un grand marché. Le point avec Thérèse Tapeyoboué. Bientôt, un grand marché urbain et une gare routière moderne verront le jour à Ouragayo, localité située à 17 km de Gagnoa, région du Gord. Le maire de la commune de Ouragayo a procédé à cet effet à la signature d'un partenariat avec une banque et un cabinet de concept d'affaires consultatif pour le financement, la construction et l'exploitation de ces nouvelles infrastructures. La nouvelle de la construction future d'un grand marché et d'une gare routière à Ouragayo a réjoui les populations. La gare qui est construite actuellement, c'est derrière moi là, c'est moi-même qui ai fait de mes propres moyens. Donc je suis content de voir soit des gens venus nous toucher en disant qu'ils vont venir améliorer la ville de Ouragayo pour construire une gare. Si vous construisez un nouveau marché, ça va nous plaire. Puis c'est ça là, il n'y a même pas place sur les espaces. Donc s'il fait un nouveau marché, ça nous plaît. La ville de Ouragayo est une localité érigée en commune de plein exercice depuis 1985. Cette cité peine à décoller. Conscient de cette situation, le maire a entrepris des actions pour mettre sur les rails du développement sa commune. Hors de nos frontières, la Cour suprême d'Afrique du Sud a déclaré en appel l'athlète Oscar Pistorius coupable de meurtre, cassant ainsi le précédent verdict pour homicide involontaire. L'ex-champion, aujourd'hui en liberté conditionnelle, risque 15 ans de prison.
Pour terminer, des avions de chasse britanniques ont frappé pour la première fois ce jeudi des positions de l'organisation de l'État islamique en Syrie. Cette opération a été lancée quelques heures seulement après le feu vert du Parlement. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.